très 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 important de prendre des bonnes décisions sur le monitoring de la charge. Qu'est-ce que je calcule, qu'est-ce que j'accumule, qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que j'en fais exactement, c'est un petit peu ce qu'on va. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Merci de vous joindre à nous. Le temps que tout le monde s'ajoute, je vais présenter nos invités et le sujet. Donc, on est aujourd'hui avec Aurélien, qui nous revient comme à plusieurs reprises, donc tout le monde devrait maintenant le connaître. Et on joint aujourd'hui David. David, qui est la première fois dans notre webinaire. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux te présenter un tout petit peu, David, pour que tout le monde te connaisse? Du coup, bonjour à tous. Je m'appelle David Pellier, aka Delta Performance. Je suis préparateur physique et personal trainer. Et voilà, j'ai effectué mon master avec Aurélien. J'étais responsable du suivi de la charge d'entraînement des judokas du FLAM. Du coup. Donc, ce qui joint le sujet d'aujourd'hui. Qui est exactement, effectivement. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'impact de l'entraînement sur les clients. Donc, on va principalement parler du monitoring de la charge, qui est quelque chose qu'on se fait quand même beaucoup demander chez XFIT en continu. Donc, on va parler principalement du concept de monitoring, des différentes données, fitness, monotonie, contraintes, etc. Et on va essayer de voir plus clair sur comment ça marche, pourquoi c'est important, comment l'appliquer même au grand public, etc. Aurélien, ça fait malgré tout plusieurs fois que tu es ici, mais toujours important de te présenter. Est-ce que tu veux juste te présenter avant qu'on continue? Oui, très rapidement. Bon, pour ceux qui me découvriraient dans cet exercice, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport, et je fais énormément de formation et de vulgarisation depuis une paire d'années maintenant sur les sujets de méthodologie d'entraînement, notamment au travers de livres que vous avez peut-être pu avoir en main, et puis de formation en physique, et puis plus récemment en digital. Et du coup, c'est vrai que le suivi de la charge, c'est un sujet qui est toujours un peu un défi, qui est toujours un peu un challenge pour les entraîneurs ou les data scientists ou les préparateurs physiques ou même les kinés qui sont en charge de ça. Pour moi, il y a un double intérêt à discuter de ça ce soir. Le premier intérêt, c'est un intérêt de performance qui se divise en monitoring des performances, ça c'est l'évidence, j'ai envie de dire que c'est la partie visible de l'iceberg. Ensuite, le suivi de la récupération, c'est-à-dire la conséquence de cette charge d'entraînement et de ce que l'on applique sur notre athlète réel. Et on sait que souvent, c'est à la bonne gestion de la récupération et du cumul de charges qu'on réussit une préparation sur plusieurs saisons. Et puis d'un autre côté, il y a un objectif qui est un petit peu sous-évalué, celui de la prévention, celui du suivi de l'athlète en termes de prophylaxie, de blessures potentielles, en tout cas de tout ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour éviter qu'il se blesse. Et là aussi, on sait que quand on fait du sport de compétition, mais pas que, on en parlera tout à l'heure sur les différents publics, on sait que au long terme, ce qui peut vraiment faire la différence, c'est la quantité de blessures qu'on va avoir accumulées au cours de notre préparation et donc de temps d'entraînement qu'on aura perdu. Et donc, finalement, si on monitore bien ça, on augmente nos chances de devenir un petit peu plus fort à la fin. Donc, tout ça fait que, pour moi, c'est très, très, très important de prendre des bonnes décisions sur le monitoring de la charge. Qu'est-ce que je calcule, qu'est-ce que j'accumule, qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que j'en fais exactement, c'est un petit peu ce qu'on va aborder ce soir. Effectivement. Tout le monde, je vais juste vous dire le petit mot, mais si vous avez des questions, quoi que ce soit, nos deux experts, David et Aurélien, vont toujours y répondre. Donc, peut-être juste les poser dans le chat qui est à votre droite, normalement en tout cas. Et puis, on pourra y répondre sans problème au fur et à mesure. Donc, moi, je vais pouvoir animer tout ça assez facilement. Aurélien, tu as déjà fait un peu l'introduction de l'intérêt de la charge d'entraînement. David, as-tu la même lecture de l'importance sur le terrain? Comment tu l'appliques? Alors, c'est vrai que oui, il y a effectivement cette double lecture entre performance et prévention.
Et au final, la performance prime beaucoup sur la préparation physique. Et on pense vraiment beaucoup à ça, même si au final, sur la quantification de la charge, la prévention de blessures est encore plus importante. Comme disait Aurélien, en fait, le suivi de la charge dans la prévention des blessures, avec tout ce qu'elle implique, y compris des questionnaires sur les états de forme, des tests comme par exemple le TAP test, on peut déceler une éventuelle fatigue chez un athlète. Et du coup, cette fatigue, elle peut être voulue, par exemple, comme pour un functional overreaching, donc qui va viser du coup la surcompensation. Mais lorsque la fatigue elle n'est pas souhaitée, le suivi de la charge, il va nous permettre du coup d'adapter la programmation du coup à l'état de forme de l'athlète. Donc un peu en temps quasi réel, on va dire. Et sur la performance, c'est pareil. Ça va permettre de voir un petit peu à quel moment on va pouvoir avoir des pics de performance, par exemple, et des pics de forme, et du coup d'arriver à caler ces pics de forme au moment des compétitions. Et ça, on peut le savoir du coup avec le suivi de la charge. Juste pour être sûr, parce qu'effectivement, ça l'a coupé à ce moment-là, tu parlais de quel test physique, en exemple? C'est pas un test physique, c'est le TAP test. En fait, je pense que tout le monde peut y avoir accès en fait sur une tablette ou un téléphone. Je crois que d'ailleurs c'est une application qui doit s'appeler TAP test. Et du coup, c'est un test avec, on a juste à tapoter avec un doigt et en fait ça donne des résultats un petit peu. Enfin, si on le fait de façon régulière, on va savoir du coup un petit peu l'état de fatigue plutôt nerveuse et on remarque, moi je l'ai fait pas mal pendant un an, et je remarquais que sur des gros blocs d'entraînement, par exemple, le nombre de tapes en 1 minute était bien plus faible que le nombre de tapes que je pouvais faire, par exemple, après une semaine de coupure ou une semaine avec moins de volume. Alors, il faut savoir que Étienne, qu'on n'a pas présenté, qu'on va présenter quand même, parce qu'il nous explose tous au TAP test. Ouais. Ah ouais, pas que 100% convaincu, mais effectivement que je ne me suis même pas présenté. En fait, j'anime toujours là, nos rencontres sur l'écosystème de XFIT. Donc, effectivement, Étienne, en fait, je suis le fondateur de l'entreprise. Donc, j'ai vraiment plus un profil programmation, un profil technologie. Et donc, encore une fois, aujourd'hui, c'est moi qui anime tout ce qu'on va discuter pour être sûr qu'on pousse au maximum le sujet. Excuse-moi de te couper, c'est un peu logique que tu sois là ce soir, Étienne, puisque c'est un peu le hub R&D digital de nos interactions professionnelles, puisque sur XFIT, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui répond à mes demandes assez précisément à chaque fois quand je dis bon bah il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Immédiatement, les gens d'XFIT sont très très réactifs. Et justement, la question, c'est quand on est capable de tout faire, qu'est-ce qu'on fait exactement? Et là, finalement, ce qu'on pense être un avantage devient un vrai défi. Et c'est vrai que dans le suivi de la charge, on a tellement de tendances, tellement d'outils, tellement de nouveautés qui sortent en permanence, des nouvelles publications scientifiques, des nouveaux tests, qu'on peut vite crouler sous la data. Et alors c'était vrai dans le passé où on était à la merci de rentrer les données manuellement. Et donc là, il fallait vraiment choisir ce qu'on mettait. J'ai fait l'erreur, puis David, quand il m'a rejoint en tant que jeune étudiant en master, il a fait l'erreur. Et heureusement, on a des anciens qui disent oh là, vas-y doucement, choisis les bons outils, parce que tu n'auras juste mécaniquement pas le temps de les rentrer. Et ensuite, tu n'auras pas le temps de les interpréter et de les analyser. Et donc, tu vas juste perdre du temps d'entraînement au profit d'un vœu pieux d'analyse de data. Et puis, entre-temps, il s'est passé 5 ans avec un virage digital qu'on a tous vécu, où non seulement les capteurs ont explosé et sont venus dans nos poches avec les smartphones, autour de nos poignets avec les montres et les bracelets connectés, aux doigts avec les bagues, et j'en passe, et des meilleurs. Toutes les machines deviennent connectées progressivement, et puis en plus de ça, on a des plateformes digitales propulsées par un Internet qui est plus puissant que jamais. Et donc, on se retrouve finalement à plus avoir ce problème de rentrer la data, mais ça règle rien du tout, puisqu'on se retrouve à avoir encore plus de données, et donc encore plus d'analyses. Et là, c'est pour ça que ce webinaire est là, et qu'on a besoin, je pense, de data scientists, on a besoin de coach, d'entraîneur, prépa physique et d'informaticiens autour de la table pour pouvoir savoir ce qu'on fait tous ensemble.
Effectivement, puis on va rentrer dans mon dada, moi, qui est la nombre double saisie, là. C'est quelque chose en informatique qu'on parle beaucoup. Et puis tu le mentionnes, il y a tellement de données aujourd'hui que le plus gros enjeu, en fait, c'est de les collecter et de les collecter dans un centre, dans un même hub, dans un même outil. Et puis, effectivement, c'est ce qui nous le relie aujourd'hui. Là, les trois, c'est XFIT conceptuellement, mais si on parle plus loin, on parle du concept, c'est qu'effectivement, plus que vous avez de sources de données, plus que ça prend du power pour l'analyser. Et puis, la charge d'entraînement, c'est quand même assez gros. Hein? C'est une donnée à questionner le client après chaque entraînement. Donc, c'est la durée fois la perception de l'effort. Donc, ça fait énormément de données. Je ne sais pas, vous, dans votre expertise, puis dans ce que vous avez fait dans le passé, comment est-ce que vous l'utilisiez, comment vous récoltiez toutes ces informations-là là, avant un outil? Alors je commence parce que j'ai un passé un petit peu plus long en la matière. Et par ailleurs, je suis un petit peu geek, donc j'ai un peu tout testé. Depuis le début, bon, évidemment, Excel est plus vieux que moi, donc il y a toujours eu cet outil-là qui a une puissance qui est indiscutable. Hein. On fait des choses, on fait tout ce qu'on veut sur ce qu'on est capable de faire sur Excel. La limite, c'est la maîtrise de l'outil. Ensuite, on a eu les versions en ligne, évidemment. On a eu les concurrents qui sont venus s'installer, qui sont moins performants d'un point de vue tableur, mais qui ont le mérite d'être gratuits et de mettre à disposition les outils de partage. Hein. Je pense à la suite Google Sheet. Attention comment vous le prononcez. Et en fait, le challenge à un moment donné, c'est de faire face à plein de sources différentes, de la source purement observable, hein, une charge posée sur une barre, voilà, un nombre de répétitions qu'on a programmé et un nombre de répétitions qui a effectivement été effectué, un temps d'effort, un temps de déplacement, une performance donnée sur un sprint. Voilà. Tout ça, c'est de la data qui arrive, qui s'accumule et qui merge, qui se fusionne dans un tableur en général. Et là, on se retrouve face à des limites quand même technologiques, parce que Excel est puissant, mais Excel est lourd. Donc, si on a beaucoup de choses qui arrivent et qu'on les rend un peu dynamiques avec des choses analysables, David l'a vécu, je l'ai vécu, je pense qu'on peut tous donner des anecdotes là-dessus, on plante le système. En préparant ce webinaire, David a planté son Excel en jouant avec les datas. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais, à l'époque de mon master, j'avais un petit ordi. Et du coup, ça avait planté carrément Excel. Donc, c'était parce que, en fait, on récolte beaucoup de data, on en récolte beaucoup. On a un athlète au début, puis 2, puis 3, puis après, on se retrouve à gérer une équipe entière. Du coup, on se dit, ah bah c'est cool, on va prendre un fichier, puis un deuxième, et puis on va les fusionner en un. Et du coup, on va récupérer tous les fichiers de tous nos athlètes et tous les mettre sur le même fichier. Et là, ça plante. Et du coup, j'ai planté Excel avec ça. L'autre jour, on a essayé de le redémarrer. Bon, j'ai un meilleur PC aujourd'hui, mais pareil, Excel a mis 10 minutes avant de démarrer le fichier Excel. Et du coup, on était passé aussi sur Google Sheet, mais c'est pareil, ça n'a pas fonctionné parce que voilà, l'outil n'est pas assez puissant en fait pour dès qu'on veut amener des analyses de données, dès qu'on veut les rentrer, ça va. Dès qu'on veut les analyser derrière avec des formules ou même juste des simples tableaux croisés dynamiques, ça plante, ça met très longtemps à charger. Dès qu'on veut analyser la charge d'entraînement même d'un athlète au cours de la saison ou même analyser les différents niveaux de forme de nos différents athlètes sur un seul onglet ou sur un seul fichier, c'est juste pas possible. Alors là, tu parles de la fusion des datas d'un groupe d'individus, d'un groupe d'athlètes, très bien. On peut prendre le problème côté staff aussi. C'est-à-dire que nous, on a de la chance, on est en méthode agile et en réduit, c'est facile. On est dans des structures privées qui viennent aider des athlètes en individuel ou se mettre au service de structures diverses et variées. Mais quand on est dans une structure olympique avec un kiné, un data scientist, 2 entraîneurs, voire plus,
peut-être des entraîneurs de club qui viennent aussi enrichir. Chacun a ses outils, chacun a ses méthodes de travail, et même si on travaille tous sur Excel d'ailleurs, eh ben, bonne chance pour fusionner toutes les données, quand bien même on utiliserait tous les mêmes méthodes d'entraînement et les mêmes tests, ce qui peut arriver dans certains sports très normés. Oui, c'est ça. C'est en plus il faut le même fichier en fait pour tout le monde, avec les mêmes bases de données, les mêmes tableurs exactement partout, et il faut que ça soit accepté par tout le monde en plus. Là où la plateforme XFIT simplifie les choses, du coup, en amenant directement le même outil pour tout le monde. Du coup. Et puis, moi, je me souviens encore d'une compagnie qu'on avait fait transférer une équipe de sport, puis ils avaient désactivé les calculs automatiques dans leur fichier Excel parce que ça prenait trop longtemps, ça laguait. Donc, ils changeaient tous les chiffres, puis ensuite, ils faisaient générer les calculs. Ils partaient chercher un café. Ça prenait 10-15 minutes, je crois, en moyenne. Quand ils revenaient, donc il y avait son tableur. Tout fait. Donc, effectivement, c'est sûr que des outils plus spécialisés permettent de structurer ça et de récolter peut-être plus de données et la centraliser beaucoup plus là, dans le temps. J'allais citer un dernier exemple qui me paraît important, c'est l'accessibilité de la data et sa pérennité. Parce que souvent, on pense finalement à court terme. C'est-à-dire qu'on a l'impression de projeter les datas sur plusieurs saisons, de les accumuler pour plusieurs saisons, mais c'est faire fi du fait que tôt ou tard, on finira par se faire virer. Et donc l'athlète, lui, par contre, il va poursuivre sa carrière, il va continuer à s'entraîner, et il y a d'autres gens qui vont l'entraîner, et le but du jeu, quand même, si on fait bien notre travail, c'est qu'on soit là ou pas, on est contribué, nous, à l'aider au plus qu'on peut, et le plus longtemps qu'on peut, et si possible, même après notre départ. Et c'est vrai que dans les staffs olympiques, on le voit, hein, tous les 4 ans, tout le monde dégage. Et tout le monde dégage avec ses datas, ses tableaux Excel, ses tableurs, ces trucs, ces machins. Wow, tout est brûlé, tout est perdu. On reprend tous les 4 ans, dans le meilleur des cas, hein, dans certains sports comme le foot, c'est peut-être tous les ans même, parfois 2 fois par saison, à 0. Et la pérennité de la data, c'est aussi effectivement une question qui me paraît importante dans le monitoring, parce qu'on ne fait pas du monitoring pour 3 mois. On fait du monitoring pour des saisons et toute la vie de l'athlète d'ailleurs. Si j'avais une chose à ajouter. Oui, vas-y. Si j'avais une chose à ajouter aussi, c'est que rien que sur l'aspect pratique, tous les préparateurs physiques, je pense, qui ont travaillé avec des athlètes individuels, c'est un peu la course pour aller chercher les données auprès des athlètes. Voilà, faut rester à la fin de l'entraînement et puis faire barrage à la sortie pour leur demander les résultats de la séance. C'est de l'extorsion d'infos. C'est ça. C'est assez compliqué, alors que là, du coup, on a sur le même outil, qui est un outil de planification, de programmation sur lequel on peut retrouver le programme. On retrouve aussi, du coup, les questions qui sont directement posées à la fin de l'entraînement. Enfin, questions, je parle du coup pour le RPE, mais du coup, on y viendra juste après. C'est ça. Mais tu en parles exactement. Donc, si on rentre dans le vif du sujet de la charge, ça ressemble à quoi? Quelles sont les mesures qu'on a besoin? Quels sont les facteurs qu'on doit regarder? Selon votre connaissance, puis donc votre background, votre ancienneté, quels sont les trucs que vous suiviez? Encore une fois, je crois que l'expertise se cache un peu dans la simplicité. Souvent, on a besoin de passer, je parle beaucoup aux jeunes coachs qui pourraient nous écouter, là, qui vont chercher à avoir un maximum de données, un maximum d'éléments. Entraîner, c'est faire des choix. Donc, il faut à un moment donné expérimenter un certain nombre d'outils pour les choisir en pleine conscience. Et après, il faut avoir assez d'expertise et de confiance en soi et en ses méthodes pour cibler des choses simples. Parce que plus c'est complexe, et moins ça a de chance de tenir la distance. Donc quand il faut rentrer plein de données, on est en résistance face aux athlètes. Nous-mêmes, on a un temps qui est limité, qui est de plus en plus limité à mesure qu'on a de nouveaux athlètes et des collectifs importants.
Et par ailleurs, après, il faudra en faire quelque chose de tout ça. Et même si encore, on va en parler, mais aujourd'hui, les logiciels nous facilitent la tâche, malgré tout, remplir de la data pour remplir de la data, ça ne sert à rien. Donc, je pense qu'il faut se retrancher derrière des incontournables. Le premier incontournable, c'est le RPE. C'est le premier incontournable pour moi parce que cette échelle de Montaborg, qui a plusieurs décennies déjà, nous rappelle justement que la simplicité, finalement, c'est l'efficacité. Tout ce qu'on trouve aujourd'hui de fancy et de techno, etc., nous ramène à l'efficacité d'un bon vieux RPE. Et on le voit sur des outils qui ont été très très à la mode dans les 5 ou 6 années récentes, je sais pas, par exemple la variabilité cardiaque, par exemple, qui est un bel outil, précis, reconnu, validé. Et n'empêche qu'à la fin, quand on compare au RPE, on dit finalement, c'est pas ouf. Sauf que c'est 10 fois plus contraignant, 100 fois moins réaliste, c'est outillé, ça demande quelqu'un de formé, et formé à la passation et à la prise de mesure, et formé à l'analyse. Enfin bref, c'est pas très réaliste. Donc premier outil pour moi, RPE. Et quand tu parles de RPE, juste pour que tout le monde, donc c'est la charge d'entraînement, donc la perception de l'effort multipliée par la durée de la session en minutes. Donc ça va être souvent un chiffre qu'on va analyser, donc que les athlètes vont remplir post-entraînement. Donc j'ai eu un entraînement de 60 minutes à une intensité de 10 sur 10. Donc, ça fait une charge. Ouais, merci de décoder. C'est vrai qu'on l'utilise tellement depuis longtemps et beaucoup qu'on a l'impression que c'est passé dans le langage courant. Ça ne l'est peut-être pas tant que ça, par exemple. Et donc, ce qui est important, c'est de rappeler que c'est quelque chose qui est basé sur la perception d'effort par l'athlète lui-même. Donc, quelque chose qui a été longtemps boudé par la science dure et qui est revenu assez récemment, finalement, à la mode et en honneur de sainteté, parce que finalement, sur la longueur, sur la durée, c'est fiable, c'est stable. Évidemment, on va avoir des pics absurdes parce que les états émotionnels, parce que tout ce qui a été pointé du doigt comme une limite, mais oui, exact. Ça en fait partie au final. Au final, c'est l'intérêt aussi du RPE. C'est l'intérêt du RPE, c'est que c'est l'effort perçu suivant les conditions de l'athlète le jour J. Donc, une même séance peut ne pas être perçue de la même façon et peut ne pas au final avoir la même charge, qu'elle soit physique ou émotionnelle, sur quelqu'un qui est en période d'examen ou quelqu'un qui est en vacances, par exemple. Du coup, on peut avoir deux séances qui sont exactement les mêmes, avec un RPE différent, parce que la session n'a pas été ressentie de la même façon. Et en même temps, derrière, ça fait aussi sens, parce que du coup, la charge n'est pas la même non plus, la charge interne en soi. Qui devient son intérêt, effectivement. Puis un bon point là-dessus qu'on pourrait juste ajouter, très important que le formulaire et donc la perception de l'effort soit rempli le plus près de la séance. Donc, on va souvent chercher, là, moi j'entends toujours moins de 15 minutes après la séance. Même parfois, là, nous, on voit des centres avec qui on travaille que c'est à la sortie, il y a un iPad que tout le monde peut remplir directement. Donc, il faut vraiment être le plus près possible pour effectivement avoir cette perception de l'effort-là, qui est certes humaine, mais qui est le plus proche du ressenti. Et c'est effectivement ce que tu veux de toute façon. Si je me sens fatigué, donc c'est normal que la séance soit plus complexe. Donc, quand on dit des incontournables, mais effectivement, on va avoir cette charge d'entraînement-là qui va découler d'une durée d'entraînement, d'une intensité. Donc, ces deux données-là peuvent aussi là, être bien utiles. Est-ce qu'il y a d'autres données qui sont pertinentes pour analyser puis peut-être contrer justement les pics ou du moins de les comprendre ou de savoir où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on a d'autres données qui seraient analysées? Du coup, il y a d'autres données qu'on peut avoir pour analyser la charge d'entraînement, autre que le RPE, par exemple. Ça peut être des données plus spécifiques à l'activité qu'on fait. Par exemple, j'en sais rien, on fait de la marche, ça peut être le nombre de pas, on fait de la course à pied, ça peut être la distance ou le temps de la sortie, ou le dénivelé. On fait de la musculation, ça peut être le tonnage. Mais comme disait Aurélien tout à l'heure, c'est vrai qu'on se rapproche
plus de la réalité dès lors qu'on a un questionnaire. Donc je pense du coup au RPE, mais ça peut être un autre questionnaire, comme on a le NASA TLX aussi, qui est super intéressant, plus complet que le RPE, mais là aussi qui prend plus de temps parce que de mémoire, il y a entre 6 et 8 questions, je crois. Donc il est plus complet, mais il est plus long à passer. Du coup, on aura les 3/4 des personnes qui vont pas le passer. Après, on a aussi, par exemple, le questionnaire de Hooper, qui est un questionnaire sur plutôt l'état de forme avec les sensations de récupération, le sommeil passé, les éventuelles douleurs, etc. Tous ces outils-là peuvent être utilisés du coup pour analyser la charge d'entraînement. Et après, en complément, du coup, on peut utiliser la charge et on peut utiliser la charge en elle-même pour faire des calculs, pour analyser autre chose, comme la contrainte, la monotonie. On va venir. Vous allez croiser en fait des données d'entraînement simples et objectives. On va enfoncer les portes ouvertes, mais le volume d'un côté, donc un temps d'entraînement. En général, on aime bien, si vraiment il faut choisir, on va prendre un volume plutôt hebdomadaire. En général, c'est l'unité du microcycle qui nous permet de jalonner et de baliser le suivi de la charge. Et puis, en face de ça, il y a une intensité qui est prescrite en zone d'entraînement. Alors, ces zones elles sont évidemment propres à chaque sport. Si on reste sur de la prépa physique transversale, évidemment, on a la vitesse de déplacement de la barre et puis on a le poids effectif qui est placé sur la barre. Donc, tout ça, c'est mesuré, c'est objectif. Ça. Et tout ça se croise avec un RPE. Alors, on a parlé des différents outils, il y en a encore d'autres. En fait, plus ils sont riches, denses, et plus ils sont leur durée de vie, leur durée de vie est questionnable au moment du choix. En fait, ce qui doit vous guider dans le choix, sont les athlètes que vous avez en face de vous. Vous les connaissez, ces athlètes-là. Il y a des athlètes qui sont très scolaires, qui se rassurent dans la data, qui sont un peu intello, qui aiment bien tout ça. C'est pas une majorité, mais moi j'ai bien une vingtaine de pourcents. Je peux citer le médaillé d'or Kylian Leblouch au JO, que tu connais bien, David. On peut lui demander de remplir 32 questions d'RPE par jour, il n'y a aucun problème, il va le faire. D'ailleurs. Oui, je l'ai fait d'ailleurs. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus dans l'intuition. Je vous parle d'un exemple très concret aussi, on va prendre que David a côtoyé aussi, Norman Nato, le pilote de formule électrique et aujourd'hui des 24 heures du Mans. Lui, si je lui mets un truc avec plus de 5-6 questions, il me les jette à la tronche. Il fait semblant de même pas les avoir vues. Donc vous connaissez vos clients, vos athlètes, et en fonction de ça, vous n'allez peut-être même pas utiliser toujours les mêmes outils si vraiment vous faites de l'individualisation. Et c'est un peu la beauté des systèmes un peu transversaux comme XFIT, c'est qu'ils nous facilitent ce genre de prise de décision. Et puis l'analyse des données là, en tant que telle. Si justement on redescend et puis j'ai ouvert XFIT, ça c'est mon compte là, personnel qui est configuré, mon compte de démo là, qui est configuré. Ah, c'est pas tes datas d'entraînement à toi, Étienne. Plusieurs dont vous avez mentionné, là, comme la monotonie. Je pensais que c'était ton nom de scène, Alain Siro. Non, c'est pas idée. Le fiou. Moi, bah oui, j'étais un peu déçu. Non, mais je suis beaucoup plus haut en termes de charge, moi, personnellement. Donc, l'idée, effectivement, je les ai tous ouverts. Donc, on pourrait peut-être aller un peu plus comment les analyser, donner des trucs pratico-pratiques. Ça s'analyse comment tout ça. J'ai plein de données, je peux voir la contrainte, la monotonie, j'ai toute l'information. Mais donc, maintenant, comment est-ce que je l'analyse? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'on peut parler un peu de ça le plus concrètement? Ouais. Du coup, on avait vu juste avant, du coup, il y avait la charge chronique. Donc en fait, la charge chronique, tout simplement, c'est une charge hebdomadaire qui réunit en fait les 4 dernières semaines. Et du coup, on peut dire que plus la charge chronique elle est élevée. Excuse-moi, David, est-ce que tu peux rappeler aux gens qui nous écoutent la différence, je pense que c'est important, entre une charge chronique et une charge aiguë? J'y venais du coup.
Du coup, la charge aiguë, c'était la valeur qu'il y avait juste en dessous, je crois. Et du coup, la charge aiguë, du coup, c'est la charge qui est cumulée dans la semaine en cours. Donc, c'est là qu'on peut comparer les deux, justement, la charge chronique et la charge aiguë. Du coup, plus la charge aiguë, elle va être élevée par rapport à la charge chronique, et là, plus on va avoir une tendance de l'athlète, on ne veut pas que ça dérive, on ne veut pas que ces datas se dérivent l'une par l'autre. On a une augmentation rapide. Voilà. Après, on a d'autres indices. Donc, on avait la monotonie. Donc, la monotonie de mémoire, c'est aussi Foster qui l'a mis en place, Carl Foster. La monotonie, c'est juste un indice de la fluctuation de la charge quotidienne dans la semaine. Donc, voilà. Donc, ça va être en gros calculé par l'écart type de la charge dans la semaine. Donc, plus vous allez avoir plus la monotonie en gros se rapproche de 2, donc pour parler chiffres, plus elle va dépasser même les 2, plus avec une charge élevée, plus il y a un facteur de risque important du coup pour l'athlète en termes de fatigue, de surentraînement, de blessures, etc. Donc, comme ici, là, qu'on aurait un 2.86, 2.38, on dirait donc qu'il y a peut-être un enjeu, puis donc il faut ajuster notre prochain entraînement. Après, oui, c'est ça. En fait, c'est si la monotonie, elle est élevée et associée en fait à une charge élevée. Là, de mémoire, la charge n'était pas très très élevée, donc on peut se dire que potentiellement, il n'y a pas forcément trop de risques non plus. Tous les indices sont pas à prendre. Tous les indices sont pas à prendre individuellement en fait. On peut les prendre individuellement pour les analyser individuellement, mais le mieux c'est quand même d'avoir une vision globale de chaque indice. Donc chaque indice à chaque fois se correspond. Et comme là, vu que tu dis que charge aiguë est à 2340, mais que la monotonie est à 238, vu que la charge est faible, peut-être qu'il n'y a pas tant que ça un enjeu. Voilà, c'est ça. Par exemple, là, on voit bien que la charge aiguë par rapport à la charge chronique, du coup, la charge aiguë est inférieure. C'est là que l'analyse du coach est importante et que il y a potentiellement pas de rassurer un peu les. Là, je parlais aux jeunes, je parle aux plus vieux. Mais on peur que les logiciels ou les intelligences artificielles nous remplacent trop vite. C'est quand même pas demain Skynet. Hein. Oui. Là, clairement, il faut lire entre les lignes pour prendre les bonnes décisions. Si on se base uniquement sur la monotonie et qu'on arrête tout alors qu'on est sur une charge d'entraînement de 350, évidemment, on prend une mauvaise décision probablement. Et puis surtout la charge, c'est nous qui l'avons programmée, donc on sait quand même ce qu'il y a derrière. On sait pourquoi on l'a programmée, donc on s'attendait probablement à ce genre de réaction aussi. Donc il faut... Oui, voilà, c'est ça. Il faut arriver aussi à comprendre l'analyse de la charge et ce qu'on en fait par rapport à ce qui était prévu à la base. C'est-à-dire que là, par exemple, sur l'accueil, on voit que le fitness, qui est un indicateur du coup de la capacité de performance de l'athlète, donc il se calcule ses charges moins contraintes, je crois. Oui, c'est ça. Le fitness, on voit qu'il est bas, mais potentiellement, c'est peut-être voulu aussi. C'est peut-être pas forcément la période de compétition, donc on n'est pas forcément sur une période où on veut que l'athlète soit au maximum de ses capacités. Et forcément, ça fluctue au cours de la saison. C'est ça. Puis il faut tout analyser, là, effectivement. Comment on différencie ou comment est-ce qu'on calcule là, le fait que c'est une grosse charge, une petite charge, tu as dit 2340, c'est petit. Est-ce qu'il y a, je sais pas, une échelle pour tout le monde ou comment ça fonctionne? En fait, c'est plus compliqué que ça. Par exemple, là, c'est pour ça qu'on calcule aussi la charge chronique, parce que du coup, ça nous permet de donner déjà une indication de la charge chronique par rapport à la charge aiguë. Ensuite, le reste, c'est dans tous les cas, c'est calculé en unité arbitraire. Il n'y a pas d'unité à la charge. Donc, ça va dépendre des outils qu'on utilise. Donc, on ne peut pas donner d'ordre de grandeur. À partir de 2000, on est au-dessus, on est en dessous, parce que suivant l'outil déjà qu'on va utiliser, par exemple, il y en a qui utilisent le RPE sur l'échelle de Borg de 1 à 10, il y en a qui l'utilisent sur l'échelle qui va jusqu'à 20. Donc déjà, rien que là, on multiplie par 2 les résultats, donc on n'a pas du tout les mêmes résultats à la fin. Donc voilà, c'est plus à analyser sur le long terme. Et on ne peut pas dire, à partir du moment où on commence un entraînement avec un athlète,
on ne peut pas dire au bout d'une semaine qu'il est en surcharge parce qu'on a analysé sa charge d'entraînement, ça n'aurait pas de sens. Parce que du coup, on n'a pas son passé d'entraînement, on ne sait pas quelle charge il peut encaisser, on ne sait pas, même si on a des éléments de charge du préparateur physique d'avant, par exemple, comme on disait tout à l'heure, si le prépa physique n'a pas le même moyen d'analyser la charge, et qu'au final, par exemple, il n'utilise même pas la même échelle de Borg pour le RPE, on se retrouve avec des trucs qui sont pas cohérent. Et c'est là qu'il faut, encore une fois, moi je pense, et corrigez-moi, mais c'est la comparaison entre les semaines d'avant et la semaine actuelle qui est vraiment le truc important. Et donc, d'où le ratio aigu-chronique, donc qui est le ratio de la semaine courante versus les 4 semaines antérieures, qui là va nous donner, est-ce que je suis dans une forte augmentation ou une forte diminution? Et là, une forte augmentation, ça n'a pas de sens, et puis là, il va se blesser parce qu'on pense... Au fond, c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus. Peu importe. C'est de de superposer les choses comme ça. Alors, le problème, c'est que, vous voyez, David va continuer un peu le tour de ces outils-là. On en a encore 2 ou 3 abordés. On va parler aussi du suivi fitness, des temps de repos, des contraintes et indices de fraîcheur, etc. On va vous parler de ça. L'enjeu, c'est de les superposer. L'enjeu, c'est d'arriver à croiser les infos et finalement de calibrer comme on veut les outils qu'on a aujourd'hui pour qu'on ait un système d'alerte qui se mette en place. Et c'est ça qui va nous permettre de sortir un peu l'info de cette masse de data. La data seule sert à rien en fait. Ce qu'on veut et ce qu'on attend un logiciel comme XSplit, c'est qu'il nous alerte en fait, c'est qu'il dise bon bah là attention sur les facteurs que tu as choisis, que tu mets en avant. Là on a tels éléments qui ressortent assez facilement. C'est ça. Et puis ça, on va parler effectivement d'alerte. De venir se dire, au-dessus d'un acute chronique, le ratio qu'on vient de parler, au-dessus d'un acute chronique de 2, donc si j'ai doublé ma charge, eh bien là, je voudrais être alerté, donc le savoir et de pouvoir faire une intervention au moins de mieux analyser et ensuite de faire une intervention. Donc, effectivement, c'est sur ces calculs-là automatiques qu'ensuite on peut faire quelque chose. Par exemple, acute chronique, quand il est plus grand que la valeur fixe de 2, eh bien là, je peux automatiquement me mettre une alerte et être informé. Là. Donc, c'est beaucoup dans toutes ces données-là qu'on va être au final. Peut-être, David, si tu veux continuer les autres données qu'on n'a pas parlé, j'y retourne. Alors, dans les autres données, je crois qu'il y a la contrainte. La contrainte, c'est pareil, c'est de Foster. C'est du coup la charge de la semaine multipliée par la monotonie. Ça permet en gros de voir un petit peu la consistance de la charge qu'on va lui apporter. De manière générale, on dit qu'il faut faire attention quand on arrive proche des 6000 unités arbitraires et très attention au-delà des 10 000. Là, on n'y est pas, donc ça devrait le faire pour Alain Siro. Il y a un pic à 25 000. Il y a un pic à 25 000, ouais, du coup là on fait attention, mais du coup ça a bien descendu juste après, donc on va dire que c'est pas vrai. On va dire que l'entraîneur a réagi. Non, ou encore une fois, et là la beauté, puis on dit que ça prend de l'analyse, une donnée aberrante. Est-ce que la personne a écrit qu'elle a fait un entraînement de 60 heures au lieu d'un entraînement d'une heure, de 60 minutes? Donc, il peut avoir des données aberrantes. Il faudra aller zoomer dans la donnée pour le voir, etc. On ne fera pas l'analyse en live. Mais encore là, il faut l'intelligence puis l'analyse du professionnel pour justement voir que c'est aberrant ou que c'est vrai. Là. Oui, c'est clair. On va aussi avoir l'indice de fraîcheur. Je ne sais pas si on en a parlé. Alors l'indice de fraîcheur, oui, c'est l'écart entre la charge chronique et la charge aiguë. Donc c'est un petit peu comme les ratios qu'on avait tout à l'heure. Moi, c'est vrai que je le préfère sous forme de ratio. Après, en termes de différence, c'est intéressant à voir aussi. En soi, quand on est sur des grosses valeurs,
on va dire que ça peut être moins visible. Ce qui est intéressant Là, sur voilà, l'indice de entre fraîcheur, c'est 2340, son on voit côté que c'est bien. parlant auprès des athlètes. On est quand même en dessous. C'est quelque chose qui est un peu vulgarisé comparé à de la charge aiguë versus de la charge chronique. Ils comprennent pas trop ce que ça veut dire. Bon, du coup, il y a un outil qui est mieux pour nous, entraîneurs, qui nous permet de se rappeler, parce qu'on ne se rappelle pas forcément ce qui se cache derrière tous ces indices toujours. Là, quand c'est un ratio, au moins c'est clair. En revanche, quand on communique auprès d'un athlète, c'est vrai que des outils comme l'indice de fraîcheur sont parfois plus pertinents. Puis, on parle souvent de surcharge. Comment est-ce qu'on analyse les données qu'on a actuellement devant nous pour détecter ou même anticiper une surcharge? Est-ce qu'il y a des façons de le faire? Alors, quand on parle de surcharge, c'est pas vraiment une surcharge chiffrée, on va dire. On va dire que au niveau des chiffres, on va peut-être pouvoir le voir sur la charge chronique, ou plutôt au niveau de la charge aiguë, si on voit qu'elle est beaucoup plus élevée par rapport à la charge chronique. Mais là encore, il faut toujours être en relation avec son athlète et voir si effectivement il se sent fatigué, effectivement il se sent moins performant, effectivement ça. Le coupler aussi avec l'indice de monotonie et l'indice de fitness. Et pourquoi pas d'autres questionnaires, comme on pourrait avoir avec le questionnaire de Hooper. Tout ça, en fait, ne peut pas enlever la relation avec l'athlète. Et juste, des fois, c'est tout con, hein, mais lui dire ça va. Et surtout d'écouter la réponse. Ça va, tu te sens bien. Ça va, tu te sens bien, ça peut déjà nous renseigner beaucoup. Parce que souvent, la réponse, elle est assez claire en plus. Elle n'est pas forcément verbale, des fois on l'observe. Oui, mais quand on connaît les gens, on a les clés pour agir. Après, sur la data, effectivement, je pense que c'est tellement variable d'un individu à l'autre aussi. Et pour donner des standards, c'est toujours compliqué parce que ça varie énormément d'un individu à l'autre, mais aussi d'un sport à l'autre. Et au sein de ces indicateurs, derrière, je vous rappelle que parfois on a de la donnée chiffrée, alors pas pour tous, mais du coup qui renvoie à des modalités d'entraînement qui ne sont pas les mêmes. Donc du coup, c'est dur de comparer un haltérophile à un marathonien, par exemple, évidemment. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est quand même la constance dans l'évolution de la réponse. Si on a une réponse isolée, parfois c'est une donnée aberrante et puis parfois c'est simplement une phase. Si ça se répète pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ok, on a une alerte. Et puis si ça continue à se maintenir comme ça et que ça ne redescend pas et qu'on n'a pas les valeurs habituellement observées, c'est là qu'on peut tirer le signal d'alarme et comme disait tout à l'heure David, réagir suite à une dérive exponentielle qui devient non seulement inquiétante, mais en plus prolongée. C'est comme avant un entraînement, et tu nous as parlé justement d'un athlète qui était aux Jeux de Tokyo. Avant une grande compétition comme ça, quel genre de courbe du ratio on voudrait? On veut que ça augmente, on veut que ça diminue? À quelle période on veut que le ratio augmente? À quelle période on veut qu'il diminue? Est-ce que des choses qu'on est capable de transmettre aujourd'hui? Non, il y a quand même des tendances. C'est sûr que... C'est quoi le sens de la planification? C'est de décrire le projet d'entraînement, c'est de se projeter. Donc, on va dans un sens, on voyage dans le temps dans un sens. Et puis le monitoring, finalement, c'est baliser ce qu'on fait vraiment comme chemin. En fait. Du coup, le monitoring, c'est quelque part regarder dans le rétroviseur et la planification, c'est suivre le GPS, si je fais une allégorie. Donc, une fois qu'on a rappelé ça, on sait que ce qu'on cherche à faire, c'est synchroniser l'apparition de l'état de fraîcheur, de l'état de forme, et les dates de compétition le plus possible. Donc, en gros, on a une balistique au moment du tir, où on cherche à se rapprocher le plus de la cible, sauf qu'en plus de ça, on a une balle à tête chercheuse,
qu'est le monitoring et qui nous permet d'ajuster. Alors attention, c'est pas un vaisseau spatial hyper précis. On arrive à simplement infléchir la trajectoire à certains moments. Et ça, c'est grâce au monitoring. Donc du coup, effectivement, ce qu'on cherche à faire, on le sait, c'est des cibles sur les sports à très gros volume. C'est une cible de 6 semaines, où à l'approche d'un événement majeur, on cherche à réguler la charge en volume à la baisse, en intensité, en maintien, voire en augmentation, et du coup un niveau de fraîcheur et tous les indicateurs de fraîcheur qu'on a détaillés jusqu'alors, plutôt à la baisse, enfin à l'optimisation, on va dire, à la baisse pour certains, à l'augmentation pour pour les sports à faible volume d'entraînement ou à volume plus modéré, on parle de 3 semaines de cycle d'approche, de cycle d'affûtage, qui correspondent plus ou moins aux phases de désentraînement. On sait aussi qu'on a 3 semaines devant nous avant que le désentraînement ne se manifeste. Sur ces 3 semaines-là, on fait à peu près ce qu'on veut pourvu que on ne surcharge pas l'athlète. En pratique, nous, à FitStation, avec David, on est plutôt sur des cycles d'approche de 2 semaines, 2 semaines et demie maximum, parce qu'on sait que ça va se répéter derrière et qu'il faut aussi relancer la machine. Mais voilà, en gros, on va chercher à superposer le projet d'entraînement et la réalité grâce au monitoring. Et puis, tout ce qu'on est en train de parler, peut-être, pour wrap up en tant que tel, ce qu'on est en train de parler, est-ce que c'est juste pour les athlètes de haut niveau? Ou est-ce que ça peut avoir un lien aussi, puis une approche, puis une utilité avec du grand public, avec des préparateurs qui nous utiliseraient, des kinésiologues qui nous regarderaient aujourd'hui, qui ont... J'irai même plus loin que ça. Je pense que ça transcende même le sport compétitif, qu'il soit de haut niveau ou de niveau pré-élite ou même compétition loisir. Je pense que, en vérité, dès lors que l'on a des objectifs d'amélioration, quelque part c'est de la performance, que ce soit de la perte de poids, que ce soit simplement du bien-être ou même du sport santé, à partir de là, on a besoin de marqueurs, on a besoin de savoir où on va, ce qu'on fait, si on le fait vraiment, et quel impact ça a sur nous en tant qu'individu qui, par ailleurs, subit du stress professionnel, du stress personnel et des états d'âme, et doit donc matcher tout ça. Et justement, pour moi, j'aime bien le concept qu'on développe énormément depuis qu'on travaille ensemble avec Étienne, qui est le concept de coaching 360, où on va porter l'expertise et le professionnalisme au-delà de ce face-à-face d'1 heure, parfois même moins, qu'on a avec un client ou un patient, si on parle des kinés ou physio qui nous écoutent, et où on va prodiguer du conseil, mais sur la base d'éléments mesurables, sur les bases de data objectives, et à un moment donné s'asseoir avec notre client, et au-delà de simplement faire des burpees et de la course à pied, on va lui dire, voilà, regarde ta courbe, tu vois ton niveau de fraîcheur, il est là, il y a 1 mois et demi, il était là. Là, on a un signal d'alerte. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'entraînement qui ne va pas? Peut-être, mais en général, on les voit 2 fois, 3 fois par semaine sur 1 heure, donc la réponse est probablement non. Donc derrière, il va vous dire, je dors mal. Ah, ok, en fait, tu récupères pas, en fait. Tu récupères pas de notre entraînement, mais tu récupères pas de ta journée de travail non plus. Donc, qu'est-ce que nous, coachs sportifs, physio, conseillers, on va pouvoir amener comme plus-value, comme conseil, comme prestation de service pour améliorer la situation. Et ça se base sur une approche professionnalisée grâce à la data. Et du coup, je suis entièrement convaincu que tout ce qu'on raconte là pour le haut niveau, qui est très facile à illustrer avec le haut niveau, est encore plus pertinent sur du coaching sport loisir ou sport santé. Qu'est-ce que tu en penses, David? Je suis plutôt d'accord. Après, c'est juste qu'on va peut-être pas utiliser les mêmes indicateurs.
Exact. On va peut-être pas forcément Le utiliser volume de charge n'a pas... Ouais. un indicateur de monotonie parce que voilà, on va pas se leurrer, 3 entraînements par semaine, voilà. Ni de contraintes, mais pourquoi pas le fitness? Le fitness, ça peut être intéressant, c'est assez parlant en plus comme valeur, mais ça peut être aussi juste de faire passer un test sur le questionnaire dont je parlais tout à l'heure, le questionnaire de Hooper, juste pour savoir avant la séance s'il a bien dormi, s'il s'est bien reposé, s'il a bien récupéré, s'il a bien mangé, etc. Tout ça, c'est des choses qui peuvent rendre plus professionnel, on va dire, l'intervention. Et en même temps, donner un cadre aussi plus précis et adapter la séance qu'on s'apprête à lui donner en temps réel, parce qu'on ne va pas forcément faire la même séance si on se rend compte qu'au final, il n'a pas super bien dormi. Et ça passe pas forcément par juste une question, t'as bien dormi, où il va pas forcément répondre de façon honnête, ou alors il va juste dire ouais, ça va. Mais donner un score de 1 à 10, par exemple, ou c'est de 1 à 7, je crois, le questionnaire de Hooper. De 1 à 7, ce sera pas du coup la même façon d'analyser les choses. Non, puis moi, j'aime ce wrap-up-là. Au final, ce qu'on parle depuis tout à l'heure et tout ce qui est charge d'entraînement, monotonie, etc., c'est tous des informations quantitatives pour, après ça, intervenir et adapter son intervention en tant que telle. Et puis ça, dans notre monde, plus que ça avance, je pense, en introduction, là, Aurélien, tu parlais des montres connectées, on peut parler des balances connectées, on peut parler de tout ce qui est rendu connecté aujourd'hui, même juste notre téléphone au plus simple aujourd'hui est capable de nous dire le temps qu'on a dormi si on le place en dessous de notre oreiller. Donc, on s'en va vraiment vers un monde qui est beaucoup plus connecté et on peut réappliquer ce qu'on est en train de voir avec toutes ces données-là. Si quand mon client arrive, je suis capable de dire, bon, ben, dans les 2 dernières semaines, tu as beaucoup moins dormi qu'avant, eh bien, je peux adapter ma rencontre. Donc, au pire, on va changer la donnée, on ne sera pas dans la charge d'entraînement, on va être dans du temps de sommeil, de la qualité de stress, Garmin qui commence tout juste à nous afficher un indicateur de stress. Toutes des choses qui, plus que le temps avance, plus qu'on va y avoir accès. Et effectivement, tu as parlé de notre vision d'accompagnement 360, mais donc qui vont nous permettre d'adapter encore mieux notre prise en charge du client en tant que tel et préciser. Voilà, c'est ça. En fait, on parle plus forcément du coup de charge d'entraînement. Parce que comme on disait tout à l'heure, c'était pas forcément, on pouvait pas forcément parler de charge d'entraînement parce que la charge c'est le volume fois l'intensité. Et là, avec du personal training, on n'est pas forcément sur un volume qui permet d'analyser ça, mais on est plutôt sur tout simplement un suivi. Et ce suivi peut se faire du coup avec de nombreux indicateurs comme tu viens de nous énoncer du coup. Exact. Puis plus que ça avance, plus qu'il faut que ce soit des outils comme XFIT, justement, qui fassent même l'analyse, ou du moins la pré-analyse. On ne sera jamais capable de faire l'analyse complète, mais on est capable de faire ressortir ce qui nécessite plus d'attention. Et puis ça, je pense que c'est vraiment la vision, puis c'est ce qui est important d'atteindre, puis de vouloir atteindre, de récolter de la donnée, de déléguer la première couche d'alerte, et puis ensuite d'aller sur l'analyse, puis l'ajustement personnalisé et humain là, en tant que tel. Est-ce que certaines personnes auraient des questions ou quoi que ce soit? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, je crois qu'on a quand même réussi à donner des bonnes pistes. Je vois que ça donne envie à certains de nos auditeurs, Victorine, et puis j'ai vu une autre personne qui a posé la question sur les formations pour maîtriser l'analyse de ces datas. À ma connaissance, il n'y en a pas de très organisé. Il y a pas mal d'infos sur le site d'XFIT sur le sujet quand même. Il y a quand même des lectures qu'on peut recommander, la périodisation de l'entraînement chez Fortrainer, c'est aussi bien abordé dans l'encyclopédie de la prépa physique. David, on va réfléchir à monter une formation sur ce sujet-là, je pense que ça a énormément de sens, et ça va en avoir de plus en plus. Vous voyez quelque chose à ajouter là-dessus? Ouais. Dans tous les cas, effectivement, tout le monde, pour votre information, Aurélien fait plusieurs formations là, sur son site web. Si Aurélien, tu veux mettre ton site dans le chat, il y a quand même énormément de formations, peut-être pas une encore aujourd'hui, sur spécifiquement la charge d'entraînement, mais ça ne saurait tarder, là, tu vois, ils viennent d'avoir l'idée. Autrement, il y a David qui fait énormément de vulgarisation scientifique aussi sur son compte Instagram.
Donc, sérieusement, si vous êtes préparateur physique, kinésiologue, entraîneur, coach, peu importe, je pense que c'est deux sources de connaissances qui sont assez intéressantes et importantes à avoir. Donc, vous avez les deux liens là, de Aurélien et de Delta Performance, qui est David, sur Instagram. Il fait des affiches là, que vous pouvez aller voir en tant que tel. Donc, poussez plus loin votre réflexion autour de ces deux pages-là qui vont quand même énormément vous aider. Rapidement, ça ne saurait tarder, je suis certain, en tout cas, je leur pousse l'idée, mais David et Aurélien, faites-nous une formation complète et détaillée sur le sujet. Je pense que ça intéresse tout le monde. Et puis, si tout le monde a des questions ou quoi que ce soit en cours de route, n'hésitez jamais à venir nous voir, nous, XFIT. Là, vous pouvez nous écrire sur notre Facebook, sur notre Instagram. Vous pouvez nous écrire si vous avez un compte XFIT dans la bulle d'aide en haut. Et puis, nous, au pire, on peut vous mettre en relation. On peut vous envoyer de la documentation sur toutes ces choses-là. Donc, j'espère vraiment que vous avez aimé aujourd'hui tout ce dont on a parlé, la charge d'entraînement. J'espère qu'on vous a éclairé sur c'est quoi et ensuite comment l'utiliser. Et peut-être même sur la finale, comment analyser d'autres types de données comme si c'était de la charge, hein, donc dans le même concept. Donc, j'espère qu'on vous a tous donné ces... Avec grand plaisir. Et on a germé une petite graine. Merci beaucoup encore une fois, Aurélien, David. À tout bientôt. Ouais. Comme toujours, à nos webinaires. Merci à toi de nous avoir invités. Ouais. Avec grand plaisir. Et puis tout le monde, si effectivement, comme Dylan le dit, si vous voulez essayer, essayez-le sans problème sur notre site web directement. Salut tout le monde, merci. C'est gratuit de 7 jours. Donc, merci à tous d'avoir été là. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut.